Investissez dans ce que vous pouvez comprendre. Restez à l'intérieur de son cercle de compétences. Donc, on va commenter cet article écrit également par Philippe Leblanc. Vous allez supporter, hein, toute cette semaine, on va parler de Philippe Leblanc, peut-être même pendant des mois et des mois. Ok, je pense qu'il a écrit des articles qui sont selon moi intemporels, qu'on pourrait remettre au goût du jour ici avec des exemples ici qui pourraient s'appliquer à nous. Ok, comme je dis, pas besoin de réinventer la roue, tout a déjà été dit. Et encore, c'est encore mieux quand ça sort de la bouche d'un gestionnaire de portefeuille qui a du succès. Ok, donc vous connaissez Rochon, tout ça. Il y a énormément d'investisseurs que vous ne connaissez pas qui ont du succès. Et je parle même des francophones. Je pense souvent que ça tourne toujours autour des mêmes personnes ici. Bref, il mérite également ses fleurs. D'accord? On va dire comme ça. Alors, Warren Buffett et Charlie Munger, les deux architectes de Berkshire Hathaway, ont coutume de dire qu'un investisseur doit toujours rester bien à l'intérieur de son cercle de compétences afin de minimiser les chances de commettre des erreurs coûteuses. 2 minutes. Très souvent, je vois des gens qui ne comprennent même pas le secteur dans lequel ils sont en train d'investir et qui paniquent lorsque le prix baisse et qui ne savent pas quoi faire lorsque le prix augmente. Lorsqu'ils sont en plus-value, ils sont euphoriques. Lorsqu'ils sont en moins-value, ils sont en panique. Et très souvent, c'est le résultat ici d'une mauvaise préparation. Vous n'êtes pas obligé ici de comprendre tous les secteurs d'activité, mais la règle générale, d'accord, c'est d'investir uniquement dans ce qu'on peut comprendre. Si je demande à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu investis sur une compagnie comme BNP? Dividende. Après le dividende, je ne sais pas ce qu'il va me raconter. Il ne va pas me parler. Même si on reste juste au niveau des ratios, ils ne savent même pas quel type de ratio ils vont aller regarder. Vous voyez ce que je veux dire? La même chose avec, comment on appelle ça? Avec Crédit Agricole. Pourtant, quand on évalue une bancaire, la dernière chose à regarder, c'est même le dividende. Ce qui nous intéresse, c'est le bilan. Comment est-ce qu'il est positionné? Et je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler du bilan de cette entité-là. Très souvent, ce sont les mêmes types de vidéos. Et on s'entend que on peut pas, c'est pas un problème non plus parce que la plupart des gens qui vont vous présenter des vidéos YouTube, eux-mêmes, ils apprennent. OK? Et ils ont peut-être... En fait, ceux qui regardent des vidéos YouTube quantitatives sont des gens qui apprennent. OK? Au fur et à mesure que vous avancez dans votre journée d'investisseur, d'accord? On va le dire comme ça. Vous commencez à demander un tout petit peu plus. Par exemple, je peux faire l'exemple ici, je fais des vidéos quantitatives volontairement, mais je sais pertinemment que ce n'est pas le type de vidéo que j'irai regarder. Parfois, je me demande comment est-ce que vous faites même pour regarder ce type de vidéo-là. Pourtant, nous, on préfère ici, je préfère faire des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. Ou bien quand j'ai lu un rapport financier sur une entreprise ici, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je trouve qu'il y a plus de valeur à ce niveau-là. Et très souvent, parfois, les gens vont se limiter au nom de l'entreprise. Ce n'est pas le nom qui est important, c'est le cheminement derrière, le raisonnement derrière la conclusion que j'aurai qui est importante. Et très souvent, les gens vont te demander, oui, mais le top 5, quelle entreprise je dois acheter en date de jeu, ce n'est pas ça le plus important. D'accord? Intéressons-nous aux éléments qualitatifs et quantitatifs. Commençons déjà par rester chacun dans son cercle de compétences. Parce que ça peut nous coûter énormément. Ça nous permet d'éviter des erreurs onéreuses. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tous les secteurs d'activité. Je connais des gens ici, des investisseurs, qui comprennent le segment de la vente au détail comme personne d'autre. Et qui savent pourquoi est-ce qu'ils vont investir sur SES, sur Vision Group, par exemple. Parce qu'ils utilisent peut-être ces produits-là et ils voient pertinemment ici le bien que ces produits-là font dans leur magasin. C'est un exemple, je ne vous demande pas d'investir dans Vision Group. D'accord? Donc, allons-y. Mais qu'entendent-ils par cercle de compétences? Voici comment Buffett répond à cette question dans le livre All I want to know is where I'm going to die, so I will never go there. En fait, c'est un livre qui a été écrit sur Charlie Munger, d'accord? Ça veut dire juste ici que tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir afin de ne jamais y mettre les pieds. D'accord? Si vous comprenez ce que ça veut dire. D'accord? Tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir afin de ne jamais y mettre les pieds. C'est un livre qui a été écrit par Peter Bevlin. Un excellent livre. Nous tentons de nous en tenir aux activités d'affaires, c'est Buffett qui le dit, nous tentons de nous en tenir aux activités d'affaires que nous comprenons. Et notre définition de la compréhension est de savoir avec un taux de probabilité assez élevé où les activités d'une entreprise seront rendues, enfin, c'est une façon de parler au Québec, seront rendues
D'accord? Ou les activités, à quel niveau seront les activités de l'entreprise dans 10 ans? Qu'est-ce que l'entreprise fera dans 10 ans? Est-ce qu'elle sera encore là dans 10 ans? Est-ce qu'elle aura à peu près le même niveau de bénéfice dans 10 ans? La prévisibilité est importante. Donc, on ne veut pas investir dans des entreprises qu'on ne comprend pas déjà, parce que ça ne pourra pas nous permettre ici d'être serein par rapport à la prévisibilité de ces entités-là. OK? Comment cela se traduit-il dans nos investissements chez Code 100? C'est la firme en question. Comment ce principe devrait-il se traduire chez un investisseur lambda? De notre côté, nous procédons avant tout par élimination, laissant de côté les titres de société qui ne nous permettent pas d'avoir une bonne idée où seront leurs activités dans 10 ans. Voici notre liste d'exclusion. Les sociétés dont les activités sont très cycliques. Le succès de ces sociétés, qui inclut la majorité des sociétés œuvrant dans le secteur des ressources naturelles, dépend grandement de l'évolution de l'économie. Donc, moi, je n'aime pas les compagnies cycliques, en général, qui sont très cycliques. Je sais que pour une compagnie cyclique, réellement, vous pouvez faire beaucoup d'argent dessus si vous les achetez au bon prix. Et les compagnies cycliques, pour moi, sont des entités qui ne doivent même pas avoir des dettes. En réalité, toutes les entreprises sont cycliques. Certains le sont juste plus que d'autres. Et surtout dans le segment ici des ressources naturelles. Donc, quand tu me parles de Total Energy qui va gagner beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, oui, je comprends, c'est une belle entreprise. OK? Soit. Mais je ne vais jamais acheter Total Energy pour ce qu'elle rapporte aujourd'hui, mais plutôt pour la moyenne de ce qu'elle a tendance à rapporter. Et toujours en me demandant, est-ce qu'elle a les capacités de rapporter à peu près ce même niveau de bénéfice dans le futur? Donc, je vais questionner ici les coûts de production, les coûts d'exploitation. Parce que c'est à ce niveau-là que se trouve l'avantage concurrentiel de ce genre de business. Et je m'en fous de savoir qu'on est en train d'investir ici dans l'énergie renouvelable. OK? Les sociétés dont les produits sont à la fine pointe technologique, j'évite d'y investir. Enfin, à Code 100. La technologie est certainement une industrie de croissance. Le problème est qu'elle est très changeante et qu'il est difficile de prévoir quelles seront les technologies qui gagneront à long terme. Et quand on parle de technologie, ici, moi j'aime bien parler du segment des semi-conducteurs. Vous vous rappelez ici, j'avais fait une note d'analyse sur Broadcom. Elle existe. Et la note d'analyse sur Broadcom a été effectuée à un prix très intéressant. Et on était complètement d'accord tous ensemble ici. Après l'analyse quantitative, après la lecture des rapports financiers, que Broadcom était extrêmement sous-évalué. La vidéo est là. Je ne cache rien du tout. Tout est disponible. Est-ce que vous pensez que j'ai bénéficié de cette opportunité-là? Certes, j'ai acheté des actions de Broadcom, mais franchement, pas au point de pouvoir faire bouger mon portefeuille. Je ne pense même pas avoir mis 1% de mon portefeuille sur du Broadcom. Pourtant, je l'avais clairement vu et identifié à un prix très intéressant. Et le problème est que j'étais déjà assez échaudé par rapport à mon investissement sur Intel. OK? Qui s'est bien passé. Hein? J'ai eu mon retour sur investissement sur Intel, c'est très bien passé. Et vous pouvez voir ici, quand je vous ai dit la dernière fois que moi j'allais me départir des actions, la majeure partie de mes actions d'Intel, et je vous ai dit que la variation du prix d'Intel en date d'aujourd'hui est uniquement liée à la hype par rapport ici à l'intelligence artificielle. Donc moi je suis sorti tranquillement. Très bien pour moi. Mais ce n'est pas une entreprise. Je ne vais plus investir dans ce secteur d'activité-là. À la limite, je peux aller sur TSMC, ASML, Cadence Software, Synopsys, mais des entités comme... Voilà. Même Synopsys, je le mentionne juste comme ça, mais je ne pense même pas. Mais voilà, c'est une façon de dire que je ne veux plus investir dans les entreprises qui investissent dans des secteurs à la fine pointe de la technologie, qui vendent ce type de produit, parce que ça change très rapidement. C'est pour ça que quand je vois du Nvidia, je ne m'inquiète pas du tout par rapport au futur d'Nvidia. Je sais à quoi ça va ressembler. OK? Et encore, dans ce secteur d'activité, comme avec les banques, le management est déterminant. Nvidia a un management 5 étoiles, AMD a un management 5 étoiles. Intel n'avait pas de management 5 étoiles. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans ce genre de situation. Questionnez le business au-delà des chiffres. Et dites-vous clairement que dans le... Certains aujourd'hui se disent que non, Nvidia ne va jamais se faire à ça. Faites très attention. L'histoire est très importante quand on veut investir en bourse. Et si vous n'avez pas un tout petit peu de bouteille, c'est-à-dire qu'une toute petite connaissance de l'histoire, de l'évolution dans ce secteur d'activité, vous ne pouvez pas parler. Il ne faut pas parler. Il faut faire attention. Il ne faut pas émettre des arguments. Il ne faut pas essayer d'engager même pas la discussion. D'accord? Faites très, très attention à ce secteur d'activité. Dernièrement, on a fait du moins 20% en une journée. Vous pensez que c'est normal pour une entreprise de faire moins 20%
sans nouvelle apparente, ça veut clairement dire que la bulle est bien réelle. Et quand je dis bulle, arrêtons-nous. Je ne shorterai pas du Nvidia, mais je ne l'achèterai pas non plus. OK? Et au prix actuel, je ne dis pas que Nvidia ne pourrait pas doubler, mais je préfère observer la scène. Parce que tôt ou tard, ça finira par redescendre. Et c'est lors du ralentissement ici que ça va peut-être nous intéresser. Dans les social affines pour la technologie s'analyse d'une certaine façon. OK? Les compagnies cycliques également s'analysent d'une certaine façon. Ce n'est pas pour rien que je propose des formations thématiques. Parce que je sais qu'on peut vous dire ici, comment investir en bourse. Mais vous allez prendre du Katana, vous allez l'évaluer comme une entreprise lambda. Katana, je sais que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Ce qui m'intéresse sur Katana, c'est de savoir qui achète ces produits-là, comment est-ce qu'il finance ces acquisitions-là, et le produit qu'on vend en date d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est demandé? Est-ce qu'il y a des concurrents qui essayent de faire la même chose? Et s'il y a de la concurrence, est-ce qu'elle est basée sur les prix? Je ne vais pas mettre Katana, c'est du luxe. Non, non. Ce n'est pas une raison. C'est du luxe, ça veut dire quoi? Parce que très souvent, ici, on appelle tout luxe, 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 luxe. En fait, j'ai souvent l'impression qu'on met luxe quelque part, vous ne voulez plus réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le luxe? C'est quoi le luxe? Ça veut dire quoi? Quand une entreprise, quand vous avez un produit de luxe ici, vous avez la capacité d'augmenter les prix premièrement. Pour au moins couvrir l'évolution ici des coûts de production. Et les volumes ne changent pas. OK? Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, nous ne possédons pas de doctorat en pharmacie ou en biologie. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas investir dans ce type d'entreprise-là. Et vous avez vu, moi, pharmaceutique, non. Mais quand je parle de pharmaceutique ici, je préfère les entités dans le segment de la santé qui vendent des médicaments, qui vendent des instruments médicaux ou des consommables. OK? Ces entreprises-là pourraient être intéressantes. Mais des entités comme Pfizer, comme Novo Nordisk, faites ce que vous voulez sur Novo Nordisk, tant mieux pour ceux qui font de l'argent dessus. Mais voilà, ça nous laisse à 37 degrés. La plupart des conglomérats, donc on ne veut pas investir dans des conglomérats. C'est Code 100 qui le dit, hein, pas moi. Leur activité étant souvent multiple et trop complexe, vous avez par exemple parfois, on me demande d'analyser des compagnies comme KKR. Ce n'est pas un conglomérat, mais c'est un private equity. Je trouve que ces entreprises-là sont assez complexes à analyser. J'aime la simplicité. OK? Je dis la plupart quand nous sommes actionnaires de Berkshire Hathaway depuis plusieurs années, moi également, un conglomérat que nous considérons relativement simple. Bon, sur le cas de Berkshire Hathaway, je dirais que ce n'est pas très difficile à comprendre. Et je dirais également, sur Berkshire Hathaway, je ne fais pas souvent des vidéos quantitatives sur Berkshire Hathaway parce que je considère qu'il n'y a rien à dire sur le plan quantitatif. Tout se passe au niveau du qualitatif ici. Il faut comprendre les activités, etc. Et je n'ai pas proposé non plus dans les notes d'analyse. Hein. Pas du tout, parce que je vais également proposer des entreprises qui sont faciles à comprendre. Enfin, même si je pourrais expliquer à quoi ressemble Berkshire Hathaway, mais le but ici des notes d'analyse, c'est avant tout que vous investissiez dans ce que vous pouvez comprendre. Les sociétés en démarrage, donc je n'investis pas dans les IPO ou bien dans les compagnies en pleine croissance, ceux qui ne rapportent pas d'argent, qui ne s'autofinancent pas au moins. Le taux de succès de ces jeunes sociétés est notoirement faible et nous ne sommes pas en mesure d'identifier régulièrement lesquels seront des succès. Donc, les IPO, par exemple, Reddit a fait son IPO dernièrement. Oui, il y a énormément d'utilisateurs, mais je vais laisser Reddit mûrir tranquillement. Quitte à rater une opportunité à court terme. Tôt ou tard, le marché vous présente une opportunité d'occasion. Vous pensez que si je rate l'opportunité d'occasion sur Booking à 1 000 $ et que je me rends compte qu'à 2 000 $ elle m'intéresse, je vais l'acheter à 2 000 $. C'est tout. Elle est mûre. Elle est prête à rentrer dans mon portefeuille. Et d'ici là, à 5 ans, si je double mon revenu, mon capital dessus, ça fait 15% de rendement. Est-ce que j'aurai des regrets? Non. Les crypto-monnaies et autres instruments financiers qui sont, à notre avis, très difficiles à évaluer puisqu'ils ne génèrent aucun flux de trésorerie. Je vous vois venir les gens qui ont des crypto-monnaies ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne parle pas de crypto-monnaies ici. Hein. Je vous ai toujours dit que je ne comprends pas les crypto-monnaies et je ne fais pas l'effort de comprendre. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme j'ai dit souvent, ça ne m'intéresse pas du tout.
Et quand ça ne m'intéresse pas et quand je ne comprends pas, je n'émets aucune critique. D'accord? Donc, parmi les éléments qu'il a cités ici, on est d'accord. Moi, je suis d'accord sur les crypto-monnaies, les compagnies en démarrage, les conglomérats, moins, plus ou moins. Enfin, si on va le dire oui, d'accord? Ça, c'est assez complexe ici. Et très souvent ici, il y a une décote par rapport ici aux conglomérats. Donc, parfois, ce n'est pas évident. Les sociétés pharmaceutiques, on est d'accord. Biotech, on est également d'accord. Les sociétés dont le produit est à la fine pointe de la technologie, qui vendent des produits ici, voilà, seulement dans les semi-conducteurs, je n'aime pas trop ça parce que ça peut changer très rapidement. Les sociétés qui sont très cycliques, plus ou moins, ça dépend. Parfois, les sociétés cycliques, j'aime bien les acheter ici à des prix qui n'impliquent pas ici, à des prix équivalents ici au book value et un book value qui a tendance à croître. Un tangible book value qui a tendance à croître. Mais c'est déjà un ensemble d'éléments à respecter si on ne veut pas faire, si on veut éviter des erreurs onéreuses. Alors, que reste-t-il? Il reste les sociétés qui font partie de notre cercle de compétences. En général, les sociétés œuvrant dans les industries de l'alimentation, tant la fabrication que le commerce de détail, du service, du transport, de la fabrication, des services financiers, banques, assurances et traitement de transactions. Moi, je comprends les banques, les assurances et les compagnies dans ce secteur-là. Donc, moi, quand quelqu'un me dit « Oh, les bancaires, j'évite, machin », c'est bien, merci. Ça nous fait des opportunités. JP Morgan, on ne l'a pas raté. JP Morgan, c'est comme si le cœur même de JP Morgan, c'est la gestion, je dis bien rigoureuse du risque. C'est pour ça que cette compagnie-là, très rarement dans des scandales, et très souvent, elle est toujours la première entité à racheter les autres entreprises en difficulté. Et le management est compétent. Donc on va dire, ouais, mais les banquiers, c'est des voleurs, etc. Ça, c'est votre avis. OK? Mais si vous avez des bancaires, des compagnies d'assurance, il faut savoir les analyser. C'est important. Le secteur médical, les instruments, services et instruments, on est d'accord. Le commerce de détail, physique ou en ligne. Les services publics, production et distribution d'électricité. Je n'aime pas trop les services publics parce qu'il n'y a pas de free cash flow généralement. Même s'ils sont des bons business, hein, mais la dépense en capital est trop élevée ici. Très rares sont les entreprises qui s'autofinancent. La plupart ici payent des dividendes ici en émettant de nouvelles actions, en prenant de la dette. Nous investissons également dans le secteur technologique, mais nous le faisons typiquement par le biais de sociétés offrant des services ou des commercialisant des logiciels. On est d'accord. À notre avis, ces sociétés ont des modèles d'affaires sensiblement moins risqués et bénéficient généralement des revenus hautement récurrents. C'est ce avec quoi nous sommes beaucoup plus à l'aise. Attention, je ne vous demande pas ici de copier tout ce que Code 100 fait. Non. Le fond de l'article, c'est investir uniquement dans ce qu'on comprend. Si tu comprends le segment ici des biotech, vas-y. C'est ton cercle de compétences. Si tu comprends les segments de la fine pointe, quelqu'un qui bosse dans les semi-conducteurs comprend ces secteurs-là, vas-y. OK? Mais il faut savoir quand tu te rends compte que tes connaissances sont limitées, passe à autre chose. Reste dans ton cercle de compétences. D'accord? À notre avis, ces sociétés ont des modèles d'affaires sensiblement moins risqués et bénéficient généralement des revenus hautement récurrents, ce avec quoi nous sommes beaucoup plus à l'aise. Mais même si une entreprise fait partie de ces secteurs, nous nous posons toujours cette question avant d'investir. Avons-nous une assez bonne idée où elle sera dans 10 ans? Prévisibilité, stabilité ou croissance des revenus, stabilité ou croissance des marges. Vous pensez que je répète ça tout le temps? Pourquoi? Parfois, même si une entreprise évolue dans un secteur que nous comprenons bien, nous ne serons pas à l'aise avec la complexité de son modèle d'affaires et passerons donc notre tour. Comme le dit M. Buffett, l'important n'est pas d'avoir un grand cercle de compétences, mais de bien savoir quelles en sont les limites. En même temps, j'estime que chaque investisseur a le devoir de tranquillement élargir son cercle de compétences au fil des ans en prenant un peu plus, il a ici dit, en apprenant un peu plus sur les entreprises et les industries. Donc, comme je disais encore une fois, ce n'est pas pour rien que je propose des formations thématiques. Ça vous permet d'apprendre un peu plus sur les secteurs d'activité. Et petit à petit, vous allez pratiquer. Parce que ces formations thématiques, c'est essentiellement des checklists. Quand j'arrive dans le segment technologique, qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce qui devrait
quelle information devrait attirer mon attention? Comment est-ce que cette industrie-là se comporte? OK? Donc, vous pouvez être à l'aise dans le secteur de la distribution aujourd'hui, de la grande distribution, et demain, apprendre plus sur les bancaires, les assurances. On monte en compétences. Et vous ne pouvez pas monter en compétences si vous ne lisez pas, si vous ne pratiquez pas. OK? Il ne faut pas penser que parce qu'on a gagné de l'argent sur une compagnie ici, on est forcément le plus intelligent ou on comprend ce secteur. Non. Parfois, c'est juste un coup de chance. Parfois, c'est juste un coup de chance. OK? Donc, de notre côté, nous avons par exemple ajouté le secteur ferroviaire au cours des dernières années et investi dans la Société canadienne nationale. C'est un secteur qui est complètement consolidé en Amérique du Nord, qui a une barrière à l'entrée assez élevée et qui peut augmenter les prix. Et ça découle d'une longue consolidation parce que vous ne savez pas que ce secteur-là était un secteur extrêmement indiscipliné. Je vous renvoie toujours à l'histoire. Et je vous ai déjà parlé d'un livre en particulier. The Engine That Moved the Market. OK? Allez-y lire ce livre-là. J'ajouterais que chaque investisseur devrait avoir son propre cercle de compétences. Certains connaissent très bien l'industrie minière, d'autres ont travaillé toute leur carrière dans le domaine pharmaceutique, d'autres encore sont très à l'aise avec les nouvelles technologies. Et moi, quel est mon secteur de compétences? Personnellement, je pense que je comprends très bien le secteur des médias, sans prétention. Enfin, quand je dis je comprends, j'ai eu tendance ici à avoir raison plusieurs fois sur ce secteur-là. Non seulement par rapport à l'état actuel des choses, mais également par rapport à l'évolution. Le segment ici les bancaires également, les compagnies d'assurance également. Bref, je vais dire que actuellement, je suis un peu comme un couteau suisse. Mais il y a des secteurs que j'évite littéralement. Le pharmaceutique, oui. Non. Mais certains pans du pharmaceutique, oui. Enfin, disons de la santé. OK? Bref, n'hésitez pas à commencer quelque part, à vous spécialiser avant de passer ailleurs, avant d'aller regarder d'autres secteurs d'activité. Donc, en me disant, oui, mais on n'est pas assez diversifié. C'est bien d'être diversifié, hein, mais c'est encore mieux d'être diversifié en comprenant ce qu'on fait. OK? Donc, la clé est de bien connaître son propre cercle de compétences, quel qu'il soit, et de rester confortablement à l'intérieur. Donc, ce n'est que l'avis de l'auteur, le mien également. On se réserve toujours le droit de se tromper. Investissez uniquement dans ce que vous pouvez comprendre. D'accord? Investissez uniquement dans ce que vous pouvez comprendre. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.